Salut mes Nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette vidéo un petit peu spéciale. Premièrement, je suis avec Maxime. Voilà, on avait déjà fait une critique analyse de chapitre. On est là pourquoi? Pour faire le bilan de Wano Kuni. Et comment on va faire ça, mon petit Maxime? On va faire ça comment? 5 points positifs, voilà 5, et 5 points négatifs. Bien pour sûr. essayer d'équilibrer la balance et pas dire que du bien ou que du mal. Et surtout on va essayer d'équilibrer ça et on fera après un petit bilan final pour vraiment dire ce qu'on en a pensé. Et on va commencer tout de suite parce que je pense que la vidéo va être longue mais elle va être super intéressante. De toute façon je vais sûrement me faire des chapitrages juste en bas pour prendre chaque truc. On va commencer par quoi? On va commencer par un point positif. Un point positif, vas-y. Le meilleur point positif, je pense, et qui est partagé par beaucoup d'entre vous à mon avis, c'est le flashback d'Oden, qui était quand même incroyable. L'un des meilleurs flashbacks de tout One Piece, je pense. Ah oui, tu pars directement sur ça. Ah bah directement sur ça, quand même. Ok, d'accord. C'est pour moi le point positif. Alors vraiment, ce qui a été, je sais pas si vous vous rappelez la première apparition d'Oden, où on le voit arriver, on voit la moitié, on voit son slip et tout, le mec il arrive comme ça, et on se dit mais c'est quoi ce personnage? Et même le traitement qu'on a un petit peu après, je me rappelle plus s'il avait été survendu avant Oden. Je sais qu'il a mis beaucoup de temps à apparaître parce que Oden, ça fait un petit moment qu'il était mentionné. Déjà, on commence, je crois, à nous le mentionner un peu à Zou carrément. Oui. Quand on est devant le Road Poneglyph. Oui. À nous dire oui, bah en fait, c'est là où on a la révélation qu'Inemon n'est pas le père. Oui. Mais il était juste nommé et c'était beaucoup son ombre qui apparaissait. Il a vraiment été révélé. Enfin, je sais que notamment au début de Wano, on nous l'a beaucoup teasé en ayant que son ombre, une silhouette, une mention. Et là, boum, il atterrit, comme tu dis, en slip avec son espèce de coupe qui a aucun sens. Et franchement, le perso au début, on le supporte pas. Le mec a déjà son histoire. Le mec il est n'importe comment, déjà jeune, il faisait plein de conneries, il allait voir les tout ça, il en avait rien à battre. Et ce qui se passe, c'est que après, on a le flashback. Et au fur et à mesure du flashback, moi j'ai apprécié ce personnage jusqu'au point où il est arrivé, qu'il est carrément... Tiens, il faudrait qu'on fasse un jour cette vidéo. C'est un top 10 des meilleurs personnages. Mes meilleurs personnages, quand je veux dire exploitation, traitement, flashback, ressenti... Enfin bref, il est absolument dingue. Incroyable. Moi je me souviens quand le flashback a commencé, je me suis dit on allait commencer la bataille et là on met un flashback. Ouais. Allez, faut nous raconter Oden, la jeunesse de Kinemon et tout. Et là, au bout de 2-3 chapitres, on voit, tiens, il y a un samouraï, il y a un pirate qui vient d'arriver sur les côtes, boum, le Moby Dick échoue avec Barbe Blanche, je fais... Mais attends, mais qu'est-ce qui va se passer là? Et après Roger, quelques semaines après... C'est exactement ça, et c'est ça en gros, ça a été ça la très grande force, c'est-à-dire qu'on n'a pas... Dans le flashback de Oden, il n'y a pas eu que Oden, il y a vraiment eu aussi le flashback de Barbe Blanche, de Roger, voir l'équipage quand il est jeune, voir aussi un petit peu, toi qui aimes bien, voir l'apparition de Barbe Noire jeune, le petit Marco, le fait d'avoir vu Shanks et Baggy, enfin il y a eu des trucs, enfin c'est... Et ce qui est bien avec Oda, c'est qu'il y a aussi des petits trucs que le gros fan remarque. Par exemple, quand il y a le combat entre Oden, Barbe Blanche et Roger, à la fin, quand ils ont fini de combattre, ils ont chacun des pansements, et quand on reprend les pansements, ça reprend ce qu'on a justement au niveau du Mont Corvo, quand on a Ace, Sabo et Luffy. On a des trucs, quand on apprend justement le fait que Barbe Noire, il ne dort jamais. Enfin, il y a plein de petits trucs, et voilà, on arrive jusqu'au final. Alors oui, par contre, ça va spoiler sur la totalité de Wano Kuni. Si vous n'avez pas encore vu Wano Kuni, c'est un bilan. Voilà, c'est un bilan, donc voilà, c'est un petit peu, mais je préfère le dire parce qu'il y en a toujours qui dit oh mais tu m'as spoilé la mort de pub. Donc voilà, et à la fin justement quand on a la mort de la mort de tu vois, rien qu'à en parler, ça vient. Et coupe la vidéo. Et même ne serait-ce que sans être sur Oden, avoir le Roger quand ils arrivent au niveau de Raftel, qu'ils arrivent devant le One Piece et que tu les vois qui rigolent, et même, enfin, je veux dire qu'il y a eu un enjeu qui a été mis sur le futur de One Piece à travers seulement que ce flashback. Et regardez l'état dans lequel on est, rien qu'à en reparler. Et c'est pour ça que pour moi c'est un des plus gros points forts de cet arc, parce que déjà il y a tout le background avec Barbe Blanche Roger, mais c'est pas juste un flashback pour nous dire on nous balance du lore et de l'univers One Piece. Non, le flashback du personnage en question, Oden, est juste incroyable. Et je pense que, à l'exception des Mugiwara évidemment et des personnages qui viennent de l'extérieur de Wano, je pense que Oden est le meilleur personnage de cet arc. Concrètement. Il est incroyable. Franchement, il est au-dessus de Kaido. Au niveau traitement. Largement, là, son flashback, son comment dire,
pas son design, mais sa personnalité, son traitement, tout est incroyable. Même au niveau de puissance, même au niveau de l'anime, quand il montre la puissance, la confrontation qu'il y a, tout est génial avec lui. C'est incroyable. Et justement, là, t'as vu comme je suis deux au niveau des transitions, c'est qu'on va passer maintenant sur un point négatif, c'est le traitement. Le traitement de Kaido, on va en parler. Alors ça, il y a plusieurs choses qui s'assemblent pour faire qu'il y a un mauvais traitement. Moi j'attendais, parce que Eiichiro Oda a toujours été bon quand il nous met un antagoniste, d'expliquer pourquoi il est comme ça, qu'est-ce qui lui est arrivé, quel a été le cheminement pour arriver là. Et là c'est un empereur, ce n'est pas n'importe qui. Donc on va prendre par exemple le cheminement qu'on a eu au niveau de Big Mom. Ouais. Au niveau de Whole Cake, le flashback a été assez important. Là, à travers le flashback de Oden, on voit un petit peu la mentalité qu'avait justement Barbe Blanche. On le voit aussi à travers le petit dialogue qu'il y a eu aussi à un moment entre Marco et Neko Mamushi, où on voit que Barbe Blanche, il avait une certaine mentalité, qu'il y avait la guerre dans son pays, etc. etc. Et là, moi franchement, je m'attendais au moins à 5 chapitres sur le flashback de Kaido. On a le secret, qui est normalement qu'à un moment, au tout début, au niveau du milieu de Wano Kuni, il y a Big Mom qui dit n'oublie pas Kaido, tu me dois quelque chose. Donc on se dit mais on va avoir la réponse, on va avoir un gros flashback, et le flashback, bah voilà. Ouais. Il y a clairement, alors déjà il y a un aspect rushé sur lequel on va revenir plus en détail dans un autre point négatif. Mais effectivement, depuis le Nouveau Monde, notamment avec Doflamingo et comme tu l'as dit Doc, le flashback de Big Mom, effectivement Oda accorde quand même un traitement assez qualitatif à ses antagonistes. Donc là, tout le monde s'attendait, sachant que c'est Kaido, c'est l'antagoniste ultime de cette saga des empereurs. Et jusque-là, du Nouveau Monde, on s'est dit, bon bah, il va nous mettre bien. Et c'est vrai que d'avoir tout juste un chapitre dessus, on sent... Alors, il y a le minimum syndical, c'est-à-dire qu'on comprend à peu près les motivations de Kaido. Il fait ça parce qu'il a toujours été le plus fort et il a voulu décider grâce à ça et faire la loi du talion en fait. Oui, c'est exactement ça. En gros, c'est une autre mentalité. Exactement, lui il s'est dit, je suis le plus fort, on me laisse jamais décider. Bah, je vais imposer mes décisions par la force, on va créer un monde où c'est les plus forts qui gagnent, et survivront ceux qui peuvent survivre en fait. Oui. Mais ça reste quand même vachement court, et effectivement je pense que tout le monde s'attendait à plus de révélations, notamment sur le fruit du démon, aussi, où on s'est dit bah y a rien. Je pense qu'il en garde une partie pour Xebec plus tard. Oui, alors oui. Très juste, ça j'y ai pas pensé. Je pense que Kaido, Barbe Blanche et Big Mom auront chacun des morceaux de flashback en plus dans ce qu'on va voir potentiellement avec Barbe Noire et Xebec. Mais toujours est-il qu'il a aussi fallu rapiécer avec les flashbacks de Oden et le minuscule flashback de Albert, de King. Oui. Tout ça, on a des bribes de Kaido, mais bon, faut un peu tout recomposer pour essayer de se faire un flashback à peu près correct, quoi. Et on en reparlera tout à l'heure parce qu'il y a différentes lectures au niveau de One Piece, mais même avec une deuxième lecture qu'on a fait de One Piece, eh bien le côté Kaido pas assez traité, pas assez de profondeur, parce qu'on nous le vend, mais c'est ça l'inconvénient, c'est qu'on nous a vendu Kaido depuis tellement longtemps, la créature la plus puissante. À un moment, il combattait énormément avec l'équipage de Barbe Blanche dans le Nouveau Monde, et il lui en a voulu justement que lui, il a réussi à mourir. Lui, il ne peut pas... Il n'arrive pas à mourir. Est-ce qu'on en parle tout de suite ici? C'est-à-dire que peut-être parler du combat aussi. Ouais, parce qu'on nous le vend comme la créature qui est absolument indestructible, qui ne peut pas crever, qui s'est fait empaler je sais pas combien de fois, qui s'est fait prisonnier je sais pas combien de fois, qui a exécuté je ne sais pas combien de fois, qui saute d'une île céleste et qui tombe, il se relève d'un trou, il a rien, et on se dit mais comment Luffy peut le battre? On nous a clairement survendu l'arc, ça c'est un autre point négatif. Et voilà, et là on arrive sur le deuxième point négatif, et voilà. En fait, et c'est ça que je trouve qui est dommage, parce qu'en fait, c'est pas une faiblesse de l'arc en lui-même. Non. C'est une faiblesse d'une part de Oda et de ses éditeurs, où effectivement, dans l'histoire de One Piece, on n'a pas arrêté de nous dire, comme tu disais, Kaido, il s'est fait emprisonner je sais plus combien de fois, on n'a jamais réussi à le tuer. Kaido, il est indestructible, c'est la créature pour faire un duel en 1v1, donc en gros, vous le battez, vous êtes le plus fort. Il y a ça tout le temps. Les éditeurs à Whole Cake nous avaient dit non mais là Whole Cake c'est sympa, mais vous allez voir Wano, ce qui avait aussi un peu gâché Whole Cake. J'allais dire que Whole Cake, si on l'a pas aimé aussi, c'est parce qu'on nous a dit non mais Whole Cake c'est sympa, mais vous allez voir plus tard, ça va être un truc de fou. Et on nous a survendu ça tout le temps, et au final Wano, au point que oui, mais même les éditeurs et Oda comparaient Wano à Marineford. Mais si on suit le parallélisme qu'a mis en place Oda, parce que c'est pas une théorie, il y a un vrai parallélisme scénaristique, Wano Kuni n'est absolument pas Marineford. Il y a un parallèle, le plus gros parallèle en fait qui est évident, c'est Enies Lobby. Oui, c'est exactement ça. Donc c'est un arc relativement classique, si ce n'est qu'il a des enjeux plus gros. Mais à part ça, c'est... Et donc on s'attendait à quelque chose de démentiel. Pour au final qu'il y a un...
schéma classique. Si tu veux. Ouais, non, mais c'est vachement méchant ce que je vais dire, mais là, à travers le traitement et la très bonne comparaison qu'il a fait au niveau de Enies Lobby, l'arc Wano Kuni n'est qu'un arc de transition qui permet n'est seulement que l'intro de l'arc final qui va bientôt arriver. Et c'est ça qui est méchant. Il aurait dû avoir vraiment une place beaucoup plus marquante dans l'esprit des gens. Et encore une fois, le fait qu'on nous l'ait teasé, le fait qu'on nous l'ait vendu comme le truc absolument dingue, nous on s'attendait à un final complètement de fou. Alors après, je fais beaucoup cette critique-là, c'est que nous youtubeurs, à travers nos théories, à travers notre hype qu'on avait, parce que moi franchement, j'ai eu une réelle hype au niveau de cet arc Wano Kuni. C'est vrai que le final, il y a des moments, il y a des moments qui nous ont surpris, il y a des moments qui nous ont envoyé carrément au 7e ciel, c'est peut-être un petit peu trop, je trouve, mais franchement... Il s'est passé des choses bizarres. Il s'est passé des choses, voilà, devant ce table, c'est pour ça qu'il est blanc d'ailleurs. Oh là là. Donc, ce qui se passe, c'est que j'ai perdu le fil. L'arc a été survendu effectivement et la conclusion. Alors est-ce que du coup on passe directement à cet autre point négatif qui est la conclusion? Non, selon toi ou oui, mais je veux dire qu'il y a eu des fins de chapitre où on attendait tellement la suite. Ah oui, mais donc on ne peut pas enlever la hype qu'il y avait. Il y a eu une hype réelle. Cet arc est bien, mais il aurait pu être tellement plus gigantesque parce qu'il arrive avec l'un des points aussi positif, parce que là on passe maintenant sur un point positif, c'est tout simplement que on a enfin, depuis tellement longtemps, on a une aventure où tous les Mugiwara sont là. On revient sur la base qui nous faisait lire One Piece, c'est-à-dire une aventure avec tous les Nakama, avec des enjeux au départ qui sont absolument dingues, parce que si on reprend un petit peu ce qui s'est passé avant, c'est-à-dire que on a Punk Hazard et après on a Dressrosa où là l'équipage s'éclate, ils reviennent tout de suite un tout petit peu à Wano Kuni, mais Sanji a fait le con, mais même pas, parce que Sanji n'est pas là, Azu je veux dire, donc Sanji n'est même pas là, donc ils sont pas encore une fois revenus, puis on dit oui bah alors il y en a qui vont partir à Whole Cake aider Sanji, puis il y en a d'autres qui vont aller au niveau de Wano Kuni, donc quand on arrive à Wano Kuni et même le temps qu'ils se retrouvent, c'est encore long, parce qu'à un moment, il y a Luffy qui se retrouve en prison. Enfin, tu vois, il y a tout un truc qui fait où on a enfin cette grosse hype de Onigashima. Et là, on se dit, mais là, ça y est, on arrive sur les fondements de One Piece. Et on a enfin toute cette aventure, tout ce lien, tout ce délire entre les Mugiwara, cette fraternité qu'il y a. Et ça nous fait, nous, hyper plaisir. Mais carrément, parce qu'on savait, de toute façon, on savait depuis Punk Hazard, tout concordait pour que ça allait... Enfin, la saga des empereurs se terminerait avec Kaido, justement, par un empereur. Alors, Punk Hazard et Dressrosa, c'était encore la saga de l'Alliance pirate, mais même cette saga de l'Alliance, en fait, c'était un peu la première partie de la saga des empereurs, pratiquement, puisque depuis vraiment Punk Hazard, tout concorde pour Kaido va tomber. Voilà. Luffy va faire tomber un empereur, il va s'accomplir, et une fois que ce sera fait, on pourra entrer dans la phase finale. Et c'est un besoin qu'il a pour avoir un statut qu'il revendique après la suite. Pour prouver qu'il est capable d'accomplir son rêve. Et effectivement, déjà, dès le départ de l'arc, je me souviens, le tout premier chapitre se terminait par Zoro qui tranchait avec le petit couteau. Quelques chapitres après, Luffy et Zoro se retrouvaient. Mais voilà, le fait qu'ils se revoient tous les deux, c'était génial. Il y a eu plein de moments comme ça, même les retrouvailles de Sanji et Zoro qui sont très braves. Oui, et qu'on a attendu. Il faut prendre en compte qu'ils se sont pas vus depuis Dressrosa à ce moment-là. Oui, donc à l'échelle de l'œuvre, il y a un truc de fou qui se passe. Parce que oui, c'est ça. Et nous, c'est aussi un truc qu'on attend. On attendait de savoir parce que au préalable, Azu, il avait dit oui, mais moi quand je vais le revoir, ça va pas se passer comme ça. Et tu revois la fraternité entre eux deux parce que ce lien qu'il y a entre les deux, justement, c'est quelque chose que nous on vit avec depuis longtemps. Et le fait qu'ils aient amené Jinbei, on a eu un moment un petit peu peur au niveau de qu'on s'appelle du traitement de Sanji en tant que tel, sa place en tant que Mugiwara, le Monster Trio, etc. Donc il y avait toutes ces choses. Et on va faire la transition tout de suite sur l'autre point positif. On a eu un mauvais traitement au niveau de Kaido, mais au niveau des Mugiwara et même d'autres personnages qui sont Law et Kid. Moi, j'y voyais pas autant. Là franchement... Là, c'était du bon. Bon, déjà, si on veut, le truc évident, le toit, la planche du toit, les 5 supernovas contre les 2 empereurs, cette planche est légière. Je crois que c'est une de mes doubles pages préférées. Je l'ai refait en figurine. J'ai mis avec les figurines et puis Kaido qui est juste devant. Cette planche est mythique. Putain, je me souviens quand je l'ai vu, je me suis dit, mais attends. Parce que jusque-là, moi j'avais l'habitude que Oda ellipse tous les combats qui sont pas des Mugiwara.
Et donc, à part le combat contre Oz, la plupart du temps, c'était que des duels en mode, bah voilà, chacun affronte un peu son miroir méchant dans l'équipe adverse. Et là, Oda nous fait, bah non seulement il y a Zoro et Luffy qui vont se battre déjà ensemble contre un empereur, mais en plus, il y a les autres Supernova, notamment Law qu'on kiffe depuis des années maintenant. Oui. Tous les 5 réunis, mais c'était une dinguerie. Et il n'y a pas que du grand spectacle, parce que le traitement... Alors, le 5ème personnage, du coup, c'est pas Killer, mais plus Sanji à l'échelle de l'histoire. Mais le traitement de ces 5-là, rien que Luffy, il a gagné tellement en maturité, je trouve, pendant cet arc, c'est incroyable, la prestance qui dégage désormais. Ah putain, mais j'ai la chair de poule. Ah ouais, non mais c'est... On va rester sur des points négatifs, ça donne une chair de poule, c'est plus facile d'en parler. Non, parce que là, tu me parles de Luffy qui a une maturité. L'un des exemples qui me montre, c'est que t'as Kaido et t'as Big Mom qui sont là. Big Mom fait alors, c'est toi qui veux devenir redis-le que tu veux devenir le seigneur des pirates. Et là, t'as Luffy qui passe devant. Il passe au milieu et puis il les traverse sans les calculer quoi. T'as 2 empereurs devant lui, il les calcule même pas et il va aller voir Kinemon et il prend Kinemon dans ses bras. Il dit ok c'est bon, t'as bien tempéré. Ah là là, ouais, j'ai les frissons aussi là, j'ai les frissons. C'est moi qui a. Mais voilà, c'est ça cet arc Wano Kuni. Cet arc Wano Kuni, même s'il a du mauvais, il a des trucs qui viennent nous chercher. Il a été hyper bon. Dans une narration, à un moment, il y a des moments qui sont absolument incroyables. Et ces passages-là sont vraiment excellents. On en a reparlé par le traitement de Sanji, mais le Sanji, quand il combat contre Queen, excuse-moi, mais qui prend ce coup, l'épée qui casse, puis là, qui dit, ouais, alors il jette déjà sa Red Suite, parce qu'il l'utilise, et il l'utilise lui, puis après, il le détruit, et après, en un sens, son ADN accepte qui il est réellement. Parce que son ADN était peut-être enfoui au milieu de lui, mais par rapport, vu qu'il n'aimait pas les Vinsmoke et qu'il était d'un autre côté des Vinsmoke, qui était vraiment la bonté et la gentillesse, contrairement à ses frères, il n'avait pas éveillé son ADN. Et là, contre Queen, pour protéger la fille qui est là, et aussi la petite souris qui reprend justement un truc quand on a le flashback avec justement la petite souris, ou quand il est face à ses frères, puis qu'il y a la nourriture qui tombe, et que le frère il balance sur la servante, puis qui retient. En vérité, t'as tout plein de choses qui se remettent ensemble, et là t'as un éveil de Sanji. Alors je sais qu'il y en a qui sont complètement passés à côté, mais il y a encore une fois, il y a des émotions là-dedans. C'est l'aboutissement d'un développement commencé à Whole Cake quand même. Enfin, l'écriture de Sanji sur 2 arcs est folle. Et voilà, c'est ça. C'est fou. Et ce n'est que ça. Alors oui, on avait dire, mais le combat il est complètement merdique parce qu'on voit pas grand chose. Mais c'est le point culminant qui là va faire que Sanji plus tard va être complètement dingue dans les futurs combats. Moi vraiment, alors déjà sur Sanji, je le trouve incroyable. Et même en fait, alors excepté le combat de Kaido, parce que le Kaido Luffy c'est un peu c'est un truc particulier, c'est le combat final et tout ça. Mais en lisant les combats par scan, notamment King, Queen, Big Mom et tout ça, je me suis dit, les combats sont assez expéditifs. Et en fait, en les relisant, on se rend compte qu'ils sont vachement éclatés dans le temps au départ. Et après, Oda se concentre sur 1 ou 2 chapitres, vraiment sur le point final du combat. Mais les combats sont vraiment bien gérés. Et surtout, donc Luffy, Sanji et Zoro ont droit à un développement similaire, chacun à leur manière. C'est-à-dire que Luffy arrive en mode, ça y est, on est là, on va battre Kaido. Il se fait one shot au début de l'arc. Et on se rend compte, on se dit, Luffy, en fait, c'est un gamin. Il a beau être très fort, il a battu Katakuri et tout ça. Il peut pas accomplir son rêve en fait. Et donc à la fin, il s'entraîne, notamment dans la carrière et tout ça. Et là, ça y est, contre Kaido et Big Mom sur le toit, il commence à être capable de concrétiser son rêve. Et il sait ce que son rêve signifie du coup. Et on le voit, je trouve, dans son regard et dans sa façon d'agir. C'est toujours un troll qui fait n'importe quoi, le fils qui fait plein de conneries, mais je trouve qu'on sent une certaine maturité dans son comportement qu'il avait pas avant en fait. Déjà sa tenue. Le fait qu'il fait repenser un petit peu à Roger. Tenue préférée de Luffy, mais Luffy avec sa cape noire, mais le flow qui dégage. Et on sent ça. Et Sanji, c'est pareil. Au départ, et Zoro en fait, Sanji et Zoro Oda met vachement l'accent là-dessus. C'est les bras droits de Luffy, les bras droits du futur roi des pirates. Sauf que Zoro peut pas continuer avec un sabre qu'il a plus ou moins volé avec le chaussure. Du coup, on lui donne un Enma qui a un sabre super cheaté. Il y a aussi ça. Voilà, et en fait, beaucoup ont pu penser que Sanji et Zoro sont devenus forts parce qu'ils ont cheaté. Sanji a obtenu les pouvoirs du Jirma et Zoro a eu un sabre super fort qui lui a permis d'être fort. Non, parce que Sanji a été obligé d'utiliser la Red Suite, la technologie de la famille qu'il a reniée au départ de l'arc,
Et Zoro, en utilisant Enma, était pas capable de le gérer. Il y a un super parallèle entre les deux. Et voilà, et à la fin, Sanji se débarrasse de sa tenue, mais ce qui lui permet de débloquer ses pouvoirs, parce que il les a pas volés, il est devenu aussi fort que ses frères tout seul. Et une fois qu'il a accepté son passé, qu'il a réussi à s'en détacher, il a obtenu ce gain de force. Et Zoro, ben oui, il est capable d'utiliser Enma, il a le Haki des rois, parce que il s'est montré digne de ça, et c'est pas juste qu'il est devenu plus fort parce qu'il a une meilleure épée. Ce choc en se disant, mais je suis pas capable d'utiliser mon épée, en fait, lui a permis de devenir un bien meilleur épéiste. Et justement, cet éveil au niveau du Haki des rois, on l'a un moment avec Brook qui fait la boutade quand il y a Onigashima qui décolle et que tout tremble, puis qui a le bras de Kiku qui tombe, et il y a une relation qui est bien faite, parce que quand tu reprends, c'est ça qui est génial, relisez Wano Kuni depuis le début, vous allez voir des trucs qu'on avait peut-être oublié. Il y a une relation entre Kiku et justement avec Zoro qui est vraiment très très bien faite, et justement quand il reconnaît le bras de Kiku qui tombe, et donc il s'aperçoit qu'il y a quelque chose, il hurle de colère, et le fait qu'il hurle de colère, il y a Brook qui est à côté, il y a des tremblements, il fait « Hey, t'as éveillé le Haki des rois !» En réalité, on prend ça pour un troll, mais non, c'est peut-être l'éveil du Haki des rois qui se fait en même temps que le Onigashima qui monte, et une fois qu'il est là-haut, enfin, le fait qu'il part l'attaque des deux... Ah mais Zoro a eu... Alors Zoro a eu un moins de développement, si ce n'est son petit flashback, en fait je connaissais Godzaburo Shimotsuki et tout ça, et son éveil propre, son pouvoir. Par contre, il a eu des moments iconiques. Rien que la complicité avec Luffy sur le toit contre Kaido et Big Mom. C'est lui qui dit faites gaffe et tout. Qui sauve Luffy, attaque pas mon capitaine, machin. Enfin, il a été incroyable. Et Kid et Law aussi, alors qu'ils ont eu des développements moins profonds, parce que Law l'avait déjà eu. Et Kid, je suis un chouïa déçu, parce que je m'attendais peut-être un peu plus à Kid, mais ça aurait peut-être fait trop au final. Mais Kid, faut bien le retenir quand même, que Kid, normalement, à la base, c'est un personnage secondaire. Il n'a pas... Parce que même dans la course au One Piece, il est moins... En plus, quand il est présenté au début de l'arc, il s'est totalement fait violer. Donc là, il est revenu un peu sur la course, et même, je pense, la seule supernova... parce que Law, excepté les derniers chapitres, sans spoiler, même, voilà, puisqu'on se concentre sur Onigashima, mais Law, en soi, son but, c'est pas de devenir roi des pirates. Donc concrètement, c'est pas un vrai rival dans ce sens-là. Par contre, Kid, à l'exception de Barbe Noire, qui est l'antagoniste, mais Kid reste le dernier rival de Luffy en liste, plus ou moins. Parce que comme tu le dis, on voit mal les autres supernovas atteindre. De toute façon, il reste Bonnie, mais ça va être vite réglé. Et le seul qui reste, qu'on a vu qui pourrait encore suivre la course, c'est U-Rouge, mais on a aucune info sur lui. Hawkins est normalement mort, on l'espère. Zez Drake est pas un pirate. Killer, de toute façon, est pas capitaine. Capone, ça semble-t-il jamais été son rêve de devenir roi des pirates au final. Enfin, ça peut ce qui est montré dans Whole Cake. Donc tous les supernovas, là Oda avec sa saga des empereurs a non seulement mis en avant les empereurs, mais a épuré tous les supernovas et leur donner un combat du coup Low Kid contre Big Mom. Déjà le combat en soi était ouf. Le combat était ouf. Il était incroyable. Mais on va arriver sur un autre point négatif, c'est le final des combats. Autant les combats sont vraiment... Je tiens juste à dire petit big up à Queen quand même, qui je trouve est le meilleur personnage de l'équipage de Kaido, avec King juste derrière pour le flow, mais je trouve Queen, le développement de Queen, c'est un personnage à la Oda complet. Mais oui, totalement. Il ressemble à rien, c'est un gros troll, on se dit mais il est nul, il sert à rien. Et je sais, au final, je me dis, mais en fait, je crois que je préfère carrément Queen à King, tellement il fait n'importe quoi et en même temps, il arrive à montrer qu'il est fort, qu'il est imposant, il raconte des choses, je trouve. Alors, on va mettre ça dans un point positif, c'est-à-dire que il arrive, en créant ces personnages, à justement nous faire chacun hyper pour des personnages différents. Il y en a plein qui ont adoré Queen, ne serait-ce que déjà le micro-flashback qu'il y a, le fait qu'il appartienne à une race, et par King, contre... tu veux dire King, excuse-moi. Mais King est incroyable aussi. King, il a un flow, dès le départ, il avait un flow absolument dingue. Mal au cœur, j'ai mal à mon Jack. Ouais, Jack, ça reste mon... Ça, c'est... Je comprends pas le traitement de Jack. La vidéo. Alors, c'est ça. Justement, c'est le point négatif, c'est-à-dire le traitement de certains personnages. Et il y a certains personnages, on se dit, mais... Ceci est une transition. Pourquoi Ceci est une transition. Pourquoi il a mis en place ces personnages-là? Le personnage de Jack, je ne comprends pas. Il y a un truc, normalement, avec Nekomamushi, Ino Arashi, mais... J'ai pas compris. Alors, effectivement, il y a Jack en partie dans ce point négatif de... Il y a trop de personnages pour rien. Mais Jack, j'ai vraiment eu du mal, en fait, depuis Doflamingo, Oda joue beaucoup avec le côté, maintenant, il y a un capitaine et 3 lieutenants autour. Donc,
Sous-entendu, Luffy lui en manque un. Jinbei arrive, Jinbei est le nouveau lieutenant de par son statut de corsaire et tout ça. Donc je trouvais que Oda faisait vachement le build-up avec le trio Monster, maintenant le capitaine en fait plus partie, et c'est 3 secondes, on va dire. 3 secondes, c'est ça. Et tout ça pour qu'au final Jack finisse plus ou moins relayé au même rang scénaristique que Pelos Pelo, pour être battu par Inuarashi. Et au début j'y croyais pas, alors au-delà de la puissance et tout ça, mais je me disais, du coup Jinbei finit avec un adversaire assez lambda, parce que Uzu est... Personne, je pense, a cru. Autant Sasaki, c'était un challenge pour Franky, je trouve. Autant Uzu, tout le monde s'est dit, mais il va se faire plier par Jinbei. Justement, on en a parlé juste avant la vidéo, c'est-à-dire qu'il ne sert seulement qu'à amener la future transformation de Luffy par rapport à une légende. Alors, qu'on se comprenne bien, on ne dit pas que Jack est nul. Non, c'est pas ça. Jack est puissant. Cependant, c'est son traitement narratif. Voilà, son utilisation scénaristique, surtout que c'est le premier pirate important de Kaido qu'on voit, c'est celui qu'on voit depuis le plus longtemps. Je crois que c'est le premier qu'on voit avec une prime d'1 million. C'est le premier que la prime d'1 milliard. Exactement, c'est le premier à amener une prime d'1 milliard après que Luffy justement sa prime de 500 millions contre Doflamingo. Donc on se dit, mais là c'est dingue. Là, juste on arrive un un second d'empereur qui a une prime 2 fois plus élevée que Luffy, qui est capitaine Supernova. On se disait, mais il y a un truc de fou, et au final il finit vraiment parmi les personnages secondaires. Et j'ai trouvé ça dommage, et encore une fois, Uzu et tout ça, ils ont des traitements... moi je sais que le Nika, quand il y avait eu l'introduction de Nika, je me suis dit, d'où ça sort cette légende de Dieu Soleil et tout ça, et 15 chapitres plus tard, on nous sort le Garfish, tu fais, ah ouais d'accord, donc le truc a vraiment été foutu là... On y repense par rapport à Skypia, les petits éléments qui avaient été donnés, tout ça, le fait qu'on ait... Je crois que c'est à ce moment-là où quand il en parle, on voit le mec dans les nuages, enfin la silhouette et tout, donc et après t'as les Oniwaban, franchement les Oniwaban, c'est secondaire. Le traitement d'Orochi, le Roshi, il a un très bon flashback qui permet de comprendre, mais il est tellement mal utilisé, et le fait qu'il revienne pour un final. Et Kanjuro, la même chose. Alors Kanjuro, il est toujours tué. Ah non, en fait, il reste encore un litre de sang. Il peut encore bouger. Mais j'ai bien aimé son traitement. J'aime bien quand il y a toute sa colère qui met dans le feu, qui vient dans ce cas-là, pourquoi nous faire croire qu'il est mort avant? C'est ça. Oui, mais il y a toujours ce petit truc, mais c'est sûr. Mais le traitement d'Orochi, Orochi déjà, il a réussi à en faire l'un des personnages les plus détestables. Il est au-delà de Wapol. Alors non, là j'avoue que le personnage le plus détestable selon moi, et de très loin, c'est cette, je me censure, de Ulti. Ulti, je l'ai, mais elle est insupportable, et encore plus en animé avec la voix et le comportement. Mais c'est vraiment... la petite gamine. Ah ouais, non, mais je trouve qu'il en fait... En fait, il en fait trop, et vraiment dans l'animé, je la supporte pas. On va revenir pour le traitement des personnages, même les Tobiropo, qui nous sont annoncés comme j'annonce que le Tobiropo qui arrivera à attraper, enfin qui deviendra le prochain superstar. Mais voilà, et les Tobiropo, en réalité, ils sont hyper anecdotiques, quoi. D'ailleurs, même dans ce qu'ils vendent, alors j'ai une mini théorie que je place, je me dis, est-ce que Jack, avant les 2 ans, n'était pas Tobiropo à la place de Drake, puisque Drake était pas là, et que du coup potentiellement il y avait un autre, parce qu'il me semble que dans le flashback de Oden, justement, on voit une 3e ombre avec silhouette, c'est exactement ça. Et Jack est très jeune, il a 28 ans, contrairement aux 2 autres qui ont 40-50 ans. Donc potentiellement il y avait quelqu'un, enfin bref, voilà, c'est une mini théorie, mais pour dire sur les Tobiropo, il me semble que Oda nous les vend en mode c'est l'équipage après les superstars, mais c'est d'anciens capitaines du niveau. C'est d'anciens capitaines, voilà, c'est exactement ça. Et en fait, pas du tout. C'est une grosse arnaque, puisque Uzu n'a jamais été capitaine. C'est un alors, non. Parce qu'il s'est évadé et après il a formé un équipage. D'accord. Donc, parce qu'en fait, il y a Sasaki, mais comment elle s'appelle? Black Maria est née sur Wano. Ça, la formation est donnée via les vivres cards. Et Ulti et Page One ont été élevés par Kaido. Donc c'est pas des anciens capitaines. Donc en fait, même là-dessus, je trouve la façon de nous les vendre, c'est... oui, alors Uzu, Sasaki, Death Drake, ça marche aussi un petit peu, mais c'est vite biaisé parce qu'on découvre qu'il est du Sword. Donc au final, c'est plus l'équipage juste de Kaido que d'anciens capitaines de Nouveau Monde qu'il a soumis. Mais en gros, ils sont... Et même au niveau de leur rôle, pour pouvoir amener un power-up de personnage, il y a à la rigueur Black Maria qui permet de donner vraiment une importance à Robin, où enfin on se dit Robin au niveau combat elle peut quand même envoyer du lourd. Enfin c'est cette page où elle se transforme et tout, c'est absolument dantesque. Les combats étaient fous. Mais après quand tu vois, ça peut être l'un des points négatifs, c'est justement on va prendre aussi les traitements de certains personnages des Mugiwara, c'est-à-dire que quand on prend Usopp et justement Nami, on peut avoir une certaine un arrière-goût dans la bouche. Alors Nami, je trouve ça va.
Nami m'énerve toujours plus ou moins dans tous les arcs. J'ai du mal avec le personnage de Nami. Voilà. Mais j'ai trouvé que Nami ça allait parce que déjà il y a aussi une forme de conclusion avec ce qu'on avait commencé à Whole Cake par rapport à Zeus et tout ça. Et j'ai trouvé malin que ça soit pas Nami qui batte toute seule Ulti, ça aurait été n'importe quoi. J'ai trouvé que l'astuce avec d'abord attaquer par Big Mom et tout ça permettait à Nami de briller sans elle a eu un beau truc quand elle a résisté et tout ça. Voilà. C'était bien. Usopp, je sais pas ce que tu en penses, mais Usopp m'a profondément énervé aussi. Il y a beaucoup de choses qui m'ont énervé, mais j'ai l'impression que c'est très négatif, alors que globalement, tout le reste, j'ai beaucoup aimé tout le reste. Mais Usopp m'a beaucoup énervé déjà parce que j'avais l'impression de retrouver le Usopp de tout départ, qui flippe, qui fait dans son ben pour tout et rien. Alors même si voilà, on sait qu'il est toujours comme ça depuis le Nouveau Monde, mais je l'ai trouvé particulièrement inutile dans cet arc. Et j'ai trouvé en fait que... Enfin, j'ai eu la sensation qu'Oda savait pas quoi faire d'un personnage comme lui dans un truc aussi balèze. Je suis même en train de me demander s'il n'a pas voulu trop le mettre en avant pour pouvoir l'utiliser plus tard au niveau par exemple d'Elbaf et tout ça. Voilà, pour moi il y avait un truc Elbaf parce que j'étais convaincu qu'après Wano ça serait Elbaf. Voilà. Là visiblement ça sera plus Franky qui va briller, mais il y aurait possiblement une pour Usopp aussi finalement dans l'utilisation de Franky aussi durant cet arc. Oui, parce que Franky a eu droit à un beau combat, mais en termes de développement, mais au niveau de power-up, au niveau chose, il n'y a pas eu de nouveau truc qui a été fait. Et je pense pour recentrer sur ce point négatif après et en changer, on le met ensemble, c'est-à-dire c'est l'utilisation de certains personnages. Voilà, l'utilisation de certains personnages, je trouve pour moi les plus décevants font partie des fourreaux rouges. Où il y a quand même eu, alors déjà, pourquoi 9 ? Alors il y a sûrement une symbolique, un truc, peut-être par rapport au renard à 9 queues, j'en sais rien, enfin une symbolique par rapport à la culture qui est mise en avant, mais... C'est pas par rapport à un film, oui, c'est par rapport à un film. Mais le film, c'est les 7 samouraïs. Ah merde, voilà, d'où j'en viens, pourquoi déjà pas seulement 7 ? Et c'est ça, c'est le problème, je trouve, de Oda, pourquoi en mettre autant, alors que la moitié ne sert pratiquement à rien. Je veux dire, prenez Kawamatsu. Kawamatsu est un spectateur pendant pratiquement toute la bataille. Il a seulement un intérêt par rapport à l'utilisation qu'il y a eu dans le flashback, c'est de protéger Iori. Au mieux, c'est une béquille scénaristique, mais est-ce qu'il n'y aurait pas eu moyen d'en mettre un autre, par exemple Kiku, pareil. Kiku, enfin, pourquoi j'ai vraiment du mal avec ce truc de se dire on met autant de personnages pour qu'au final il y en a la moitié qui soit à peine développée. Comme j'ai dit avant, Kiku est une utilisation par rapport à Zoro. Oui, alors c'est ça qui est dommage. Normalement, ils auraient dû être beaucoup plus au premier plan. Pour beaucoup, c'est que des outils scénaristiques. C'est exactement ça. Alors que Kinemon est mis en avant de fou, Denjiro ça va, ça se rattrape assez bien, même via sa double identité. Ashura Doji a droit à quelque chose de sympa également. Bon après on va pas forcément tous les faire énumérer, mais pendant qu'on est là, Kawamatsu était décevant. Après Inuarashi et Nekomamushi, je les mets un peu à part parce que il y a le truc par rapport à Zou. Voilà, il y a le truc par rapport à Zou, ils ont eu droit à leur propre combat aussi. Alors Nekomamushi, Pelos, j'ai trouvé ça génial de cette conclusion et tout. Contre Inuarashi contre Jack, encore une fois on en a parlé. Raizo contre le mec, comment il s'appelle, Fukurokuju. Oui, le combat est ridicule, mais ça raconte quelque chose. Mais on voit qu'il y avait quelque chose entre eux, mais voilà, enfin ça raconte, c'est dans la symbolique, c'est vraiment très très beau parce qu'il y en a un qui est le protecteur d'un shogun, d'un mec qui devait être shogun et qui est mort et il donne sa vie pour lui, alors qu'il y en a un autre qui protège un shogun qui est vivant et qui à un moment qui dit non mais c'est bon, t'as gagné, laisse-moi vivre. Tu vois, il y a vraiment les deux visions justement du garde du corps. Et on en arrive au manque de morts qui faisait aussi partie de ce côté survendu parce qu'on aurait pu s'attendre à plus de morts étant donné l'importance de la bataille. Et moi j'ai un vrai problème avec le fait que déjà la mise en scène des morts, je trouve. Oui, alors ça parce qu'il y a eu des morts, dans Wano. Concrètement, qui y a eu ? Donc déjà, il y a eu 2 fourreaux rouges, Ashura Doji et Izo, qui étaient pas vraiment fourreaux rouges du coup, mais qui ont justement la symbolique de la rédemption de leur choix dans la mort. Parce que c'est les deux qui ont abandonné Oden. Izo parce qu'il est resté pirate avec Barbe Blanche, et Ashura Doji parce qu'il a perdu la foi pendant les 20 ans. Alors la symbolique est belle. Mais je trouve que, par exemple, moi j'ai un gros regret que Kinemon ne soit pas mort. J'aurais trouvé que ça aurait été magnifique, vraiment. Ça a été une mort vraiment magnifique. Il aurait... voilà, parce que lui aussi, finalement, pendant 20 ans, il a pas été là. Kinemon, c'est un peu le chef des fourreaux rouges. Pendant 20 ans, il a abandonné les siens, entre guillemets, pour sa mission, et donc de mourir pour dire, voilà, je vous ai abandonné, maintenant je me sacrifie pour permettre à tout le monde de vivre. Et j'aurais trouvé ça génial par rapport à sa relation à Denjiro et Oden Momonosuke, que Denjiro devienne le nouveau second de Momonosuke, plutôt que ça soit encore Kinemon. Et surtout que
Alors j'ai cru à aucune des morts de Kinemon dans l'arc Wano parce que la mise en scène n'était clairement pas faite pour la mort d'un personnage pareil. À un moment oui. À un moment quand il se fait empaler par Kaido. Là franchement justement pourquoi ? Parce qu'on revient là-dessus. En gros ce qui se passe c'est qu'on est déçu de la mort qui est pas la mort de certains fourreaux rouges parce qu'au préalable il y a des doubles pages et il y a des mises en scène qui sont incroyables. Quand tu vois tous les fourreaux rouges qui attaquent Kaido, ça sera aussi l'une des pages emblématiques. Moi j'ai adoré et ce même moment, en anime, c'est un truc de fou. Mais pour moi, à partir du moment où ça commence à basculer, c'est quand ils se retrouvent tous dans une pièce avec des bandages et qui commencent à être sauvés par une personne. Pourquoi avoir mis la personne de côté ? Seulement que par rapport à un visage, alors que l'utilité qu'elle va avoir, c'est Yori, qu'elle va avoir au final, n'est pas jouée que là-dessus, quoi. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Jusque-là, j'ai trouvé que c'était globalement vraiment parfait. Même Kinemon, j'adore ces trucs de troll, genre... Ah ouais, c'était un plan prévu depuis le départ pour changer de port, alors qu'en fait c'est un coup de bol parce qu'il s'est gouré. Il a un super jeu, le personnage est génial. Il est attachant à Kinemon. On l'a suivi 10 ans pratiquement avec les Mugiwara, il est génial. Mais après ce combat sur le toit, j'ai l'impression qu'Oda s'est retrouvé avec 9 personnages qui avaient quand même une certaine importance, notamment des personnages comme justement Kinemon, Nekomamushi et tout ça. Et il s'est dit, mais... qu'est-ce que j'en fais maintenant ? Maintenant que ça va être autour des Mugiwara de briller. Ils ont joué leur rôle. Voilà. Qu'est-ce que je fais de ces 9 personnages ? Et ça se sent. Quand il amène. En gros, c'est Kawamatsu dont je voulais parler. Voilà, vas-y. Mais Kawamatsu, par exemple, même Kiku, parce que Kiku, une fois le combat sur le toit, sert plus à grand chose. Non. Pareil, on nous fait croire à sa mort, au final, non. Enfin, oui. C'est ça avec lequel j'ai du mal, c'est ça le problème dans One Piece, c'est pas tant qu'il n'y ait pas de mort, parce que ça à la limite je suis capable de l'entendre sur le côté tout public. Je sais que tout le monde sait qu'on ne lit pas Berserk, c'est One Piece. Ce qui m'énerve, c'est de nous faire croire à des morts comme Kinemon, où on arrive presque à croire à la mort du personnage, ou à l'inverse, d'insister pour dire « Ah bah il est mort là il est mort », alors qu'on sait tous que le personnage ne peut pas mourir scénaristiquement, et du coup on se dit « Mais comme moi c'est le truc du chapitre 900 où on nous avait fait croire à la mort de l'équipage de Luffy en mode c'était le gros cliffhanger genre oh, mon dieu les Mugiwara sont morts, mais c'est pas un cliffhanger, évidemment que les Mugiwara ne sont pas morts et que le Sunny n'est pas détruit, le Sunny c'est le rêve de Franky, enfin c'est des trucs auxquels je ne crois pas du tout et ça m'énerve de perdre du temps et de construire des faux enjeux là-dessus. Et ce qui se passe c'est que le gros problème c'est que j'arrive plus à retrouver son nom depuis tout à l'heure, c'est quand on parle des morts, justement le père qui est l'ancien daimyo qui est crucifié, qui rigole tout le temps. Ah oui, Tonoyasu. Alors c'est pas son nom, son nom de petit vieux. Mais voilà, et quand il meurt justement d'Orochi qui lui tire les balles et tout ça, et à partir de là, il y a une bascule. Ça, c'est une mort impactante. Il y a une bascule, on se dit, ouah, là, il commence à avoir des morts, et peut-être que Ishiroda va changer. Quand justement, on voit le traitement qui brûle les bateaux, juste une fois qu'ils sont arrivés à Onigashima, on brûle les bateaux parce que soit on gagne, soit on meurt tous, et on arrive vraiment dans un truc où c'est assez sombre. Même la façon dont construisent les cases, la narration, l'ensemble global, on voit que le manga devient plus sombre aussi dans la couleur. Oui. Et là, on se dit, ouah, on a quelque chose, et on arrive sûrement sur ces fours rouges, et... Il y a plein d'indices qui sont marqués sur où Oda il se dit là on n'est plus dans le One Piece d'avant et on bascule sur autre chose et on l'a dit beaucoup en vidéo, tout ça pour arriver à ça. Et oui, parce que paradoxalement il y a tout le monde je pense globalement déplore un manque de mort qui trahit du coup le manque, la concrétisation des enjeux qui avaient été posés. Mais par contre, je trouve que Wano est l'un des arcs les plus violents, si ce n'est le plus violent de One Piece. La mort de Tonoyasu, effectivement, pour moi, c'est une exécution publique dans le présent. Autant dans les flashbacks, Oda se fait généralement plaisir sur les morts très prenantes, autant dans le présent, à part Ace, j'ai pas souvenir d'avoir vu une mort aussi violente. Et même Ashura Doji, je trouve, et Izo qui, dans la mise en scène, ça pêche. Mais leurs morts sont quand même assez violentes. Ashura Doji, par contre, jusqu'à la fin, on pense qu'il est pas mort. Ah oui, non mais la mise en scène est éclatée au sol. En gros, c'est une pelle. Ça, il prend une bombe, tu fais non mais alors déjà une bombe, ça tue personne dans One Piece. T'as le haki, garçon. Oui, puis Ashura Doji. Son corps montre qu'il est quand même super résistant, c'est un tank Ashura Doji. Il meurt avec une bombe. Oui, parce qu'il y avait eu un truc aussi contre Kaido à un moment. Oui. Mais enfin, c'est ça qui est vraiment. Alors oui, parce qu'il se fait d'abord embrocher effectivement par Kanjuro. Voilà.
Allez, mais effectivement, la mort, à la fin, quand on dit il y a le Pierre tombale d'Ashura Doji, je fais attends, mais il est quand lui en fait? Ouais. Et là tu fais ah ouais, il a pris une bombe il y a 30 chapitres, mais c'est genre ça qui l'a tué du coup. Et puis pareil, quand il y a le combat de Izu contre le CP, tu dis pas le CP peut pas tuer quelqu'un. Ah, et finger gun et des coups de pistolet, à quel moment ça tue dans One Piece? Voilà. Sur des personnages principaux en tout cas, on n'a jamais vu ça. Désolé de revenir là-dessus, alors que le Kinemon qui se fait empaler, même avec la phrase que Kaido il est au-dessus de lui, il lui dit ouais t'as vraiment cru que tu pouvais faire quelque chose, en vérité tu n'es rien et tout, et en vérité on sent qu'il a, enfin il y a quelque chose, et voilà, donc on va éviter de trop, parce que là on peut faire une vidéo que là-dessus, je pense. Par contre, malgré le fait qu'il y ait ce mauvais traitement au niveau des Fourrures Rouges, d'un autre côté, il y a eu des choses qui nous ont vraiment hypé, les transitions entre les différents, parce qu'il y a 3 arcs, il y a l'arc de Wano Kuni, il y a le flashback, et après il y a l'arrivée au niveau de Onigashima. Des mini-arcs, des parties d'arcs, parce que ça a bien été contrairement à Water 7 et Enies Lobby qui sont 2 arcs distincts. Là, il n'y a pas d'arc Onigashima. Ouais, mais je parle des... Alors, excuse-moi, je me suis trompé dans le mot, c'est pas des arcs, c'est des actes. Oui, des actes. Voilà. Oui, effectivement, merci de m'avoir repris, monsieur. Donc, entre ces différents actes, il y a des petites interludes, et encore une fois, là-dessus, en quelques chapitres, Ichiro Oda nous balance... Des pépites, parce que il y a beaucoup d'enjeux de par l'absence de mort, on peut se dire du coup les enjeux tombent à plat, voilà. Mais c'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure, il y a des déjà on fait tomber un empereur, il y a quand même 2 empereurs qui tombent, il y a un avant et un après Wano Kuni, effectivement, parce que le monde de One Piece, les héros, plus rien n'est pareil, et effectivement les interludes nous ont aussi montré de se dire mais il y a des choses de malades qui sont très liées à Barbe Noire du coup, et on nous a quand même révélé dans un de ces interludes plus ou moins l'existence des Rocks et qui ils étaient, et la prime des empereurs de Barbe Blanche et Roger. Enfin, c'est des informations voilà. Enfin, je me souviens à l'époque, Internet, tout le monde parlait plus que de ça, c'était incroyable. Et là où c'est fort, c'est-à-dire que One Piece, enfin l'arc Wano Kuni a duré 4 ans, et moi là il dit ça, je me rappelle où j'étais au moment où j'ai lu ça. J'étais en convention en Belgique, c'était la Retro Medinasia, c'était il y a longtemps, et j'avais fait la vidéo où on apprenait ça directement, et c'était un truc complètement de fou quoi. C'est incroyable, donc effectivement il y a... Globalement, on peut se dire que les enjeux, c'est que des points négatifs, en fait, pas tant que ça, parce qu'il y a eu plein de choses, c'est lié aussi au développement des personnages dont on a aussi parlé, de toute façon, tous les points négatifs, positifs sont plus ou moins liés, mais de se dire, il y a eu aussi des enjeux qui ont porté leur fruit, parce que finalement, on a quand même fait tomber Big Mom, on a fait tomber Kaido, il s'est passé des choses incroyables, on nous a révélé plein de choses sur concrètement, parce que beaucoup se disent, il y a déjà plein de mystères et on nous rajoute les Rocks. Non, les Rocks sont une clé pour comprendre justement ces mystères et tout va se rejoindre. La disparition de l'île, la relation qu'il y a entre Garp, est très important, la relation qu'il y a entre Garp et Roger, parce que c'est eux deux qui se sont alliés pour vaincre Québec, qui était complètement dingue, et c'est à partir de là que justement les autres après se sont séparés, c'est-à-dire Big Mom et Barbe Blanche, Kaido et Shiki Captain John, enfin voilà. Et c'est ça qui est génial, c'est-à-dire que ça nous renforce le lore de One Piece à travers quelques trucs qui est placé dans un arc qui est dingue, et c'est ça qui a aussi joué au niveau de l'enjeu et de la hype qu'on a eu au niveau de cet arc, parce que nous dire que dans une interlude on a cette information là et qu'il y a une relation avec Québec, on est parti mais dans des théories tellement de fou quoi. Et en parlant du lore, tu fais bien de le dire, parce que je pense que ça, c'est l'ultime point positif. C'est l'ultime point positif de Wano. Pour moi, c'est Wano lui-même. Le lieu, le pays de Wano. Enfin, Oda, et je pense qu'il nous l'a transmis, il a pris un plaisir monstrueux à écrire, à dessiner Wano. Comment dire, l'inspiration très Japon ancestral. Ça faisait des années qu'il avait envie de faire ça. Et il kiffe, enfin il en est partout, c'est l'arc le plus dense à ce niveau-là, je pense, le plus riche. Et au niveau de là, rien qu'à parler de ça, j'ai la musique de l'anime du shamisen, ça. Voilà, il s'est éclaté à mettre des références partout, à montrer le quotidien de ce pays, comment les Mugiwara vont dedans et tout. C'est ça sa richesse, parce que même quand il y allait dans les villes, voir comment c'était, même les autres, les autres, j'allais dire régions, mais qui existent, qui ont une histoire,
qui ont tout un but. Je me rappelle plus le nom, mais on s'aperçoit qu'en réalité c'est l'animal de compagnie. Oui, Aringo. Aringo, mais t'as le pont avec justement qui reprend la mythologie d'un personnage qui a réellement existé. Au niveau de Orochi, ça nous fait nous intéresser justement à la mythologie de ce monstre qui a été tué, et à travers ça qui a eu le Ameno Abakiri qui est sorti de ce corps, qui a été utilisé par Susanoo. Enfin, il y a toute une... En vérité, on s'est intéressé à la mythologie du Japon. C'est-à-dire que... C'est un guide touristique pour le Japon, C'est-à-dire que Ishiroda, à travers Wano Kuni, nous a permis de nous intéresser plus au Japon qu'on s'en intéressait avant. C'est-à-dire qu'il y a un avant et un après Wano Kuni après ça. Et il y a une richesse, le fait qu'il y a l'importance au niveau des sumos. Enfin, il y a plein de trucs qui sont absolument excellents. Même les animaux comme celui d'Hawkins avec les crinières, un peu on dirait des flammes. Oui, c'est ça. Il a tout pensé dans pratiquement ses moindres détails. C'est super kiffant de se perdre dans ce les Oni, enfin tous les trucs, les monsters, les trucs qui sont géants. Les numbers. Oui, bah ça peut faire partie des personnages de pourquoi mettre des numbers. Ouais, pourquoi mettre ça servait absolument à rien. Ça servent à rien du tout. Ça c'est Oda, et c'est un point positif comme un point négatif parce que c'est trop riche. Ça apporte plein de background, plein de richesse, et d'un autre côté scénaristiquement on se dit mais putain, il y avait déjà tellement de choses à... Enfin, là, tu nous as présenté les Tobiropo, pourquoi derrière tu nous remets des numbers, des trucs... Je vais te parler d'un mec qu'on n'a même pas parlé avant de préparer la vidéo. Qui ça? C'est... je me rappelle même, j'ai même plus son nom. Ça va être compliqué. Oui, le super noir qui fait de la musique. Apu. Ah, Apu. Oh là là, alors lui... Hawkins c'était déjà pas mal en termes de petites... j'avais complètement... En termes de petites bips, il était pas mal. Il a mort aussi. Apu, oui. Hawkins, est-ce qu'il est mort ou pas? La mort, voilà, parce que 99% de chances de mourir avec Oda, on sait ce que ça veut dire. Non mais voilà quoi, on les avait complètement zappés. Pourquoi? Parce qu'il y a trop. Beaucoup trop. Et Apu, il a servi à rien. Il a lancé le virus, il est passé à l'histoire avec le virus et tout ça. Oui, quand j'ai vu Apu, Apu comme Hawkins. Alors Hawkins a eu droit à son quart d'heure de gloire avec Killer. Mais Apu, on s'est dit, mais du coup, pourquoi tu le mets là Et c'est là où c'est fou, parce que Apu a été peut-être mis en un sens pour nous induire en erreur. C'est-à-dire qu'on sait depuis le départ qu'il y a eu une rivalité entre Kid et Apu. Donc on s'attendait tous, quand on fait le bilan des combats, on fait oh là là, il va y avoir un combat entre Killer et justement Apu. Non, en vérité, Killer il va vraiment là-haut. Et Kid, excuse-moi, pas Killer. Oui, c'est ça, Kid. Oui. Pas Killer. Et par contre, on va prendre sur autre chose. Un très bon point que j'ai vraiment adoré, c'est le traitement de Killer. Le fait qu'il ait mangé le smile, qu'il ait toujours oublié de sourire, que c'était celui qui a combattu Zoro, qu'on n'avait pas vu venir. Il y a un théoricien anglophone qui l'avait vu à travers justement les cheveux, et à la fin, quand il y a le combat où il se fait perdre son... Ah oui, c'est le combat contre Hawkins, qui est beau. Le combat contre Hawkins et Killer est très très beau. Où il dit par rapport au bras, mais tu fais non, mais j'en ai rien à foutre, parce qu'il l'avait lié justement avec... Tu vois, c'est génial. C'est le même niveau que Big Mom contre Kidelo. Ouais, on a de l'original. On voit des nouveaux personnages combattre, des nouveaux protagonistes qu'on n'a pas l'habitude de voir, pour dire voilà. Luffy a des rivaux, ils sont là, voilà. Et ce que j'ai particulièrement aimé avec Killer, c'est que j'espère qu'Hawkins est mort pour ça, c'est que Killer l'a tué, parce que les Mugiwara c'est des gentils pirates qui se battent à coups de poing, de machin, voilà, on assomme ses adversaires, on les ligote. Killer et Kid, c'est des malades. Kid, il est présenté par Shaki en disant il a une plus grosse prime que Luffy parce que le mec fait des victimes civiles. Killer, il se frite avec, c'est un pirate. Il n'y a pas de TK ou quoi que ce soit. Je te lacère avec mes griffes, avec mes lames et t'es mort. Mais par contre, ce qui est vraiment excellent, c'est qu'on voit la relation entre Killer et Kid. Et Kid, à un moment, il dit non, mais tu touches à Killer. Non. Il y a une même relation entre Luffy et Zoro. Kid et Killer. Et en un sens, ça c'était vraiment ça. Autant on l'a pas dans l'équipage de l'eau avec Bipou. Oui, parce que je crois que c'est particulier, parce que je crois que c'est comment je sais plus, c'est Shaki. Ah non, c'est Penguin et Shaki. Bah Shaki non, c'est pas Shaki, c'est Orca. C'est Orca, mais oui, mais le nom de Shaki. Oui, mais Shaki c'est la meuf, c'est pas tout à fait Shaki le nom. Ok. Je sais plus comment c'est. Shashi.
Ouais, Sachi, je sais plus quoi. En tout cas, ces deux-là, dans le rôle qu'ils ont dans l'équipage, sont censés être plus les seconds de l'eau. Mais en termes de puissance, avec le sous-long, Beppo est plus fort. Il l'avait expliqué, je crois, dans un SBS ou une interview. L'eau, et c'est d'ailleurs pour ça, dans la couverture des seconds, Oda avait bien expliqué que c'était pas forcément les seconds, les bras droits du capitaine, mais c'était les seconds en termes de puissance. Montrant bien effectivement que Shiryu était peut-être pas le bras droit, mais plus le plus fort, et que c'était pas Burgess qui était pourtant capitaine de la première flotte. Mais je digresse, mais il y a pas de souci, on est là mais pour voilà, ça. en tout cas, l'eau a pas vraiment de véritable second. Et je pense que c'est ce qui fait aussi la différence dans la course dans la mise en... Enfin, dans notre perception qu'on a de l'équipage et ce qu'a voulu en faire Oda. De par le fait qu'il n'y ait pas de second, comme on pourrait avoir Beckman, Rayleigh, Killer ou Zoro, l'eau a pas ce même statut de rival. Et autant on a commencé par le meilleur point positif qui est le flashback justement d'Oden, là on va passer sur le truc qui nous fait que cet arc Wano Kuni va nous laisser un arrière-goût mauvais dans la bouche, parce que quand on a parlé des trucs, on avait la chair de poule, il y a des moments qui nous ont hypé. Là, le fait de reprendre le combat qu'on a eu au niveau de Killer, qui est pourtant un personnage qu'on peut dire secondaire, avec Hawking qui nous a enjaillé, le gros problème qu'il y a, c'est le traitement final de cet arc Wano Kuni qui a été torché, qui est désastreux. On peut autant adorer Oda, ce qu'il fait, autant que quand il y a quelque chose que encore une fois que nous on juge en tant que lecteur. Ça a été en fait, de toute façon tout le monde l'a vu, notamment la fin du combat, le Kaido, il prend le coup de poing. Alors déjà, ça vient ce qu'on disait tout à l'heure, qu'on a développé la hype qui nous a été vendue. La sur-hype, notamment Oda qui avait dit Kaido peut pas être juste battu avec un gros coup de poing. Et déjà aussi au préalable, longtemps avant, je ne sais pas comment je vais terminer le combat. Voilà, alors qu'au final, le combat se termine comme à peu près tous les autres combats. Enfin, Luffy a le Gear 5 qui fait cartoon, mais ça reste juste un power-up de Luffy qui bat son adversaire avec un gros coup final. Donc... On va faire la parenthèse tout de suite. On fait la parenthèse tout de suite, c'est Gear 5. Gear 5, incroyable. Ah, je suis totalement fan, personnellement. Ah, je suis totalement fan. On n'en a pas trop parlé avant, mais... Je suis totalement fan. Ça fait bizarre, il a fallu un petit temps d'adaptation, de dire, wow, du coup, ça tranche. Mais c'est... Moi, je trouve ça génial de se dire, le Boundman était un peu... on partait sur des trucs un peu colossales de puissance, et de se dire, non, par contre, c'est quelque chose d'hyper épuré, de très... On sent la liberté du personnage qu'il incarne, rien que dans le design. Il s'est pris une liberté, il s'est fait un truc. C'est génial. Totalement. Alors, par contre, j'ai un peu du mal... Avec ça ? Avec le Gomu, voilà. J'ai un peu du mal avec le côté, en fait, c'était pas un Paramecia, c'était un Zoan. Alors, je trouve que, pour la plupart, rétrospectivement, sur le fruit en lui-même, c'est pas bête, parce que sur tous les trucs, on se dit Luffy est super résistant, des fois, on se dit, c'est d'autant plus vrai parce que c'était un Zoan, qu'il était vachement résistant et qui récupérait son énergie vite. Ouais. Parce que c'est la constitution de Luffy et le Zoan. Mais c'est hyper dangereux. C'est hyper dangereux parce qu'il y a un arc entier qui est basé sur ce fruit, qui est l'arc de Skypiea, c'est-à-dire que l'attaque d'Ener ne fonctionne pas parce qu'il est en caoutchouc. Et nous on se dit, il est en caoutchouc parce qu'il a mangé le fruit du caoutchouc. Et donc vu que maintenant il a mangé un fruit Zoan, on se dit oui mais... caoutchouc, pourquoi? Et là il dit oui mais en vérité c'est le mec, en vérité c'est pas le dieu du caoutchouc mais il a cette créature là, c'est une créature caoutchouc. Et là tu te dis ouais, là moi personnellement c'est ça qui m'a fait dire parce que il faut un arc en l'air. Alors moi il fout l'arc de Skypiea en l'air. C'est pas tant sur ça que ça me gêne parce que j'arrive à croire que Luffy en caoutchouc pour moi ça a pas remis ça en cause. Par contre j'ai du mal, on dit toujours Oda a toujours tout prévu, il arrive à nous faire croire qu'il a tout prévu. Alors s'il y a bien un exemple qui prouve que non, c'est cet exemple. Enfin, déjà par rapport à la marine et au gouvernement, vous êtes au courant depuis le départ que Luffy depuis... Ah oui, alors allez, on va dire depuis... On va être gentil depuis Alabasta. Oui. Depuis Alabasta, on sait que c'est Luffy qui a mangé le Gomu Gomu no Mi. Les gars, le mec a le fruit le plus dangereux que vous craignez le plus au monde. Pourquoi ne pas avoir envoyé un amiral dès la fin d'Alabasta sur Luffy? J'en ai tellement parlé. Ça n'a pas de... J'en ai tellement parlé. Voilà, ça là-dessus, j'ai beaucoup de mal à croire que pendant 100 tomes, la marine et le gouvernement mondial surtout, c'est leur ennemi ultime qui le laisse courir dans la nature. Il y a Enies Lobby juste après. Et je veux dire il y a Marineford encore plus. Mais c'est-à-dire qu'elle là c'est dingue parce qu'on en a pas, j'en ai pas parlé en vidéo. Je voulais en parler plus tard. Merci de me niquer ma vidéo. Mais moi je touche pas de monétisation. Ok, d'accord. Mais autant justement je voulais en parler, c'est pour ça que j'ai parlé de Skypiea, mais je veux dire que Marineford est totalement remis en cause parce qu'ils détruisent Marineford. En gros ils veulent tuer Ace pour amener Barbe Blanche.
Mais à travers ce qu'on apprend maintenant, le personnage le plus dangereux, c'est Luffy, à travers son fruit. Et donc, à travers ça, à Marineford, Luffy est là. Normalement, le gouvernement mondial doit donner un ordre à comment il s'appelle, à Sengoku en disant: Sengoku, tu annules tout ce qu'il fait, Barbe Blanche et Ace deviennent secondaires. Là, ce que tu me niques, c'est comment ça s'appelle, c'est Luffy. Parce qu'à un moment, Luffy a le haki des rois, et là, tu vois tous les autres qui disent: ok, c'est lui qu'il faut neutraliser. Et normalement, il doit y avoir maintenant une guerre ouverte, non plus pour sauver Ace ou pour détruire Ace, mais pour Luffy. Et c'est ça, en un sens, qui vient totalement péter l'un des meilleurs arcs. Et en fait, il y a toujours des excuses et des explications qui sont presque bonnes, en fait, parce que, quoi qu'il en soit, Luffy arrive toujours à trouver un moyen de s'échapper. Je veux dire, le Buster Call, normalement, il est censé mourir. Il y a un truc qui fait, au-delà du fait, même s'il avait pas mangé ce fruit particulier, Luffy a toujours du bol en tant que héros de shonen, a toujours trouvé des solutions. Mais d'un autre côté, je me dis, mais si c'est vraiment l'ennemi ultime, pourquoi, dans ce cas-là, au-delà de casser les arcs, parce que je trouve encore une fois qu'il y a des explications qui peuvent tout à fait se valoir, même à Marineford, même si j'imagine que les 5 doyens se concentrent, ça aurait été quand même vachement bizarre d'abandonner l'exécution de Ace pour se concentrer pour Luffy, ça aurait été louche. En vérité, ce qui se passe, c'est que l'exécution doit toujours se faire, mais là, en gros, ils ont le fruit le plus dangereux qu'ils doivent neutraliser, qu'ils doivent avoir depuis un bout de temps. Là, il est présent ici, et il y a toute la marine qui est là avec les Shichibukai. Moi, c'est plus sur le autour des arcs. On sait que, par exemple, Tsuru a traqué Doflamingo partout, justement, parce qu'il avait un statut de démon céleste qui était dangereux. Ouais. Pourquoi il n'y a pas un mec ou même une unité spéciale du CP9 ou CP0 à l'époque, pourquoi il n'y a pas quelqu'un qui était lancé sur la traque de Luffy tout le temps pour essayer de le tuer en douce, notamment pour justement pas avoir à justifier pourquoi il nécessitait autant d'attention. Surtout qu'on apprend un moment que Shanks le prend. Ouais, voilà, enfin, il y a des trucs qui... Et en plus de ce truc scénaristique en mode, bah du coup c'est vachement bizarre que Luffy ait jamais été une priorité, il y a aussi le fonctionnement des Zoan. Enfin, concrètement, Luffy, c'est quoi son... Et moi, c'est ça qui m'a choqué, c'est pour ça que je disais, bah, on sent que le truc de Nika avec Uzu, que c'est un peu foutu à la truelle, c'est... Parce qu'en fait, l'apparence qu'il a en Gear 5, c'est ça son éveil. Mais ce truc-là, c'est censé être l'apparence de Nika, donc pourquoi c'est pas juste sa forme animale normale? Et l'inconvénient, c'est que Nika ressemble donc à Luffy, parce que comme tu dis, quand tu te transformes en Zoan, tu te transformes par la créature qui est imprégnée dans le Zoan. Du coup, donc normalement, il aurait dû changer de visage et devenir le Nika. Et là, ça veut dire que Luffy est peut-être un descendant de Nika, mais c'est complètement... Enfin, alors, je sais pas, moi ça me pose plein de questions. Par exemple, le Zoan mythique le plus proche, c'est celui de Sengoku, il me semble. Ça veut dire que du coup Sengoku, sa forme Bouddha en or, c'est sa forme éveillée, mais alors du coup c'est quoi sa forme animale? C'est vachement... Alors Oda, j'espère, apportera des explications, même si à la limite ça c'est dans un databook, une vivre carte, parce que c'est pas forcément ultra utile dans le scénario, mais j'espère que, parce qu'au final la forme animale de Luffy c'est quoi? C'est juste que ça soit... Parce que moi le changement de visage me choque pas particulièrement, mais ça veut dire que Nika, sa forme animale, c'était juste un humain classique avec un corps en caoutchouc. En réalité c'est un Omi, enfin c'est un mec en caoutchouc, c'est un de ces types humains. Voilà, et donc l'éveil c'est la forme qui serait censée être forme animale, donc... Ouais. Forme animale, on est comme sur mais c'est surtout le fait qu'il se soit... le fait qu'il ait le fruit. Le fait qu'il se soit... qu'on soit après au niveau de l'éveil, c'est toute l'interaction envers le monde qui l'entoure. Et même la forme, le design pour moi c'est pas censé être l'éveil, c'est censé être la forme animale. Après effectivement le pouvoir très cartoon, que ça soit l'éveil, d'accord, mais je trouve que, enfin le fait que Luffy, l'explication pour moi n'est pas convaincante. Il y a un truc de se dire, ok, tu veux me faire croire maintenant que c'est un Zoan, d'accord, mais là dans les explications et les règles que t'as déjà expliquées avant, il y a un truc qui marche pas complètement. Et en un sens, parce qu'on va pas on a digressé plus longtemps, mais c'est pas grave. Mais non, on n'a pas digressé parce que le Gear 5 fait partie de Wano Kuni. Mais ce que je parle, c'est que on sent justement le problème final de cet arc, c'est qu'il a été hyper rushé, et le traitement qu'il y a au niveau du fruit, et je pense qu'il n'a pas eu assez de temps. C'est peut-être une idée qu'il a eu d'un seul coup et qu'il n'a pas eu assez de temps pour justement bien expliquer, bien mettre en place, qui reprend justement une arrivée d'un certain personnage pour l'utiliser par rapport à un temps T qui va être amené à un film. C'est peut-être aussi pour ça qu'on n'a pas eu le flashback, ou que Kaido n'a pas eu le flashback qu'il méritait, parce que tout ça, il y a eu une urgence
pour un événement qui est vraiment annexe au ça... niveau du lore même de One Piece, parce que le film n'est pas canon. Et c'est ça qui est vraiment dommage. C'est-à-dire qu'il sacrifie quelque chose de canon, quelque chose qui est hyper important, pour quelque chose qui ne l'est pas. Au-delà du fait que moi, je fais partie de ceux qui ont vraiment énormément aimé le film et qu'il est pour moi dans le top 3 des films One Piece. Et moi moi j'aime pas le film Red pour tout un tas de trucs, pas juste parce qu'il y a de la musique, notamment à cause du côté marketing qui a empiété sur la fin de Wano. Et j'ai un vrai problème avec ça sur le fait que... alors à la limite le Gear 5 je me dis attendons la fin de One Piece. Ça sera peut-être expliqué justement quand on parlera vraiment de Nika, que là l'essentiel c'était juste de se concentrer sur le power-up et que toutes ces explications on les aura plus tard. Peut-être. Ok, d'accord. Par contre, la fin, je veux dire, on parle quand même de Kaido et Big Mom. Alors la fin de Big Mom me chafouine un peu moins parce qu'on voit vraiment qu'elle est enfoncée dans le sol, qu'elle explose. Pour moi je me dis pas Big Mom est morte à cause de l'explosion, mais bon, vu les attaques qu'elle a pris et l'explosion, je me dis elle est au moins hors d'état de nuire. Oui. Qu'elle soit morte ou pas, voilà. Par contre, ce qui me gêne plus, et je pense que ça a joué aussi avec Kaido, c'est que Kaido est le seul adversaire à avoir été battu en forme animale. Et ça, pour moi, dans la représentation et l'empathie du inconscient du cerveau, c'est pas facile. Par exemple, Lucci, il a été battu en forme semi-humaine, donc il a des traits d'humain. Ouais. Il est battu en tant que personnage. Kaido, on a l'impression que c'est juste une grosse anguille qui se fait machiner par un gros coup de poing. Et donc ça, je trouve que dans la représentation de la défaite, sachant que Kaido c'est la définition de la badassitude dans One Piece, pratiquement, et je trouve que dans la représentation, déjà, c'est fort. Au-delà de ça, c'est pour ça que moi, je ne comprends pas que Kaido soit mort, parce qu'il est le symbole, la définition de l'invulnérabilité. Même et c'est comme ça. Et c'est comme ça qu'il nous l'a été vendu. Et qu'il meurt, parce que moi, je suis encore partisan du fait qu'il soit pas mort. Moi, je suis sûrement sur le déni. Vous pouvez me le dire dans les commentaires. Sûrement. En même temps, mais pour moi, Kaido n'est pas mort. Il ne peut pas mourir. Il ne peut pas mourir comme ça. C'est impossible. Moi, à la limite, le coup de poing final, je me dis, si on accepte ce que Oda a dit, parce que là, effectivement, Oda s'est niqué tout seul. Mais les mots d'Oda ne font pas partie de One Piece. Je sais que c'est un peu con comme réflexion, mais en soi, si au final Luffy bat comme ça, parce que il est géant, il a le haki de l'armement, il a le Ryuho, il a le haki des rois, il concentre tout ce qu'il sait faire sur ce point géant, il bat Kaido. Kaido et Big Mom sont KO, ok, comme tous les autres. Enfin, voilà, c'est fini. Par contre, que derrière, ça s'enchaîne avec boum, explosion du volcan, enfin éruption du volcan qui sort de nulle part et ils sont morts et on les revoit. En fait, c'est le coup, à partir du moment où Kaido tombe, on le voit comme si ça allait provoquer un flashback, on voit qu'il pense à quelque chose. Il y a même la phrase qu'il dit à King, de toute façon, Nika, voilà. Ce n'est pas Nika, parce que Nika, c'est la personne qui me détruira. Et donc, éruption, et on les voit plus, d'avoir fait de Big Mom et Kaido des souris, c'est-à-dire des personnages que... Ils sortent du champ et ils disparaissent à tout jamais. Alors peut-être qu'on va les revoir, on sait pas, mais, il aurait fallu, là, peu importe s'ils reviennent ou non plus tard, là pour moi, il aurait fallu les revoir, avoir une conclusion visuelle, quelque chose dans Wano. Autant que tu revois la fin de la fin de Whole Cake avec Katakuri et tout ça, comment il tombe exactement. Et tout ça, il y a toute une symbolique, il y a tout un truc qui est fait. À la fin avec le débrief brûlé, qui donne de la portée à ce combat. Et justement, on reprend sur un autre truc, c'est-à-dire que comment l'arc il a été rushé sur la fin, où on a après l'arc Wano Kuni des explications qui sont dans l'arc. Parce que alors moi sur le coup j'avais fait quelques lives sur ces chapitres et sur le coup Shanks arrive, il y a Ryukyugu. Moi je kiffe. Et en soi, j'ai aucun problème avec l'intervention de Ryukyugu par exemple. Ça me gêne pas. Pour moi, elle était prévue. J'ai même adoré la mentalité du mec, le mec qui dit pas rapport au gouvernement, pas rapport au truc. Elle est parfaite. Il vient là pour dire qu'il y a besoin qu'Yamato reste. Shanks on parle pas de la puissance. Voilà, ça on s'en fout. Mais même Shanks, le truc c'est que même Shanks pour moi ça me fait pas bizarre qu'il soit là. Le truc c'est qu'il aurait fallu avoir 5-6 chapitres de plus avant son apparition. Sauf que comme il y a un film de merde, et je parle même pas de la qualité du film. Non. Juste c'est un film de merde, c'est-à-dire un produit marketing qui est là et qu'il faut vendre des entrées de ciné pour faire de l'argent. On est d'accord. Et que même Oda, et moi c'est ça qui me désole, c'est que même Oda a cédé à ça alors que sa grande force jusque-là, c'était toujours de faire son truc à son rythme de son côté. Oui. Et que là, il est cédé à un truc putassier comme ça, au détriment d'un arc qui a quand même... Wano est super riche, on l'a dit, mais ça reste super long. C'est 4 ans de prépublication. 4 ans de la vie de tout le monde, des lecteurs, d'Oda, des éditeurs. Oui. Que ça se termine par un flashback de un chapitre, par un gros coup de poing final, alors qu'il est en anguille, qui finissent dans le volcan, éruption, et boum, ça y est, on n'entend plus parler de Big Mom et Kaido. Mais... C'est pas possible, il y a un sentiment, il y a un goût amer en fait. Voilà, il y a Shanks qui arrive, il fait son truc, il se casse, il y a Zoro, Luffy qui disent putain, il y a un gros high kick qui s'est passé là, ok d'accord. Tout ça pour au final revenir sur Yamato, Marco et tout ça, et après la fin de là. Super ce que tu viens de faire. On dit clairement, mais
Mais en fait, mec, t'avais pas eu le temps de terminer ton arc. Mais voilà, exactement. Et alors, c'est la première fois qu'il faisait ça. On est à plus d'1 heure de vidéo, mais on va continuer à en parler. C'est un bilan. On va en parler. Mais on n'a pas parlé du traitement Yamato, du rôle Yamato. Oui. Autant Yamato, Yamato est vraiment très 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 bon dans le flashback. Moi j'aime beaucoup le personnage de Yamato globalement. Moi aussi. Gros coup de cœur pour ce personnage. J'adore quand il est enfant, quand elle est dans la caverne, avec justement. Et là on va reparler d'un autre truc parce qu'il y a plein d'autres trucs. Quand il est dans la caverne avec la personne qui est là et qu'on se dit putain ce mec là c'est un descendant de Zoro, et donc on va apprendre que Zoro est peut-être un ancêtre, excuse-moi, un ancêtre, c'est Zoro qui est le descendant. Puis on se dit mais putain, il y a un lien parce que moi j'en avais parlé, j'avais dit depuis longtemps, je veux dire que Ryuma est un ancêtre justement de Zoro, et Zoro il va l'apprendre, il va repenser à ce combat qu'il y a eu à Enies Lobby, le fait que le Shui il le ramène, qui est le sable, tu vois il y a plein de trucs, et non. Parce qu'il y a des liens, on le voit par rapport au truc. Et donc il y a ça, et on va pas partir plus loin, mais Yamato, le traitement qu'il y a sur Yamato. Moi j'ai du mal avec le fait, encore une fois, c'est exactement comme la mort de Kinemon, c'est de nous faire croire à son arrivée dans l'équipage. Ah Yamato. Non. Yamato. Pour moi Yamato était comme Carotte. Oui, mais voilà, Yamato, moi j'ai eu le doute, pas jusqu'à la fin parce que le dernier chapitre, je me suis fait incendier, mais jamais. Yamato avait le profil d'une Mugiwara, a dit qu'elle veut rejoindre Luffy. Et ce qui m'a énervé, c'est qu'on ait le doute là-dessus parce qu'on est en pleine bataille. On va pas tenir une réunion pour bon les gars, on prend Yamato dans l'équipage ou pas, ça on s'en fout. Mais juste de jouer pendant 3 ou 4 chapitres avec. Bah en fait je vais rester protéger Wano. Bon ça y est, ma décision est prise, je vais rejoindre Luffy. Bon en fait faut que je reste protéger Wano. Ouais, mais moi j'ai bien aimé ça a dû être mieux fait justement que ça nous foute comme ça une sorte de petit flashback par rapport à Marco et par rapport à tout ça. Le fait qu'on ait la conversation justement de Yamato qui dit ok, moi j'ai vu ce qui s'est passé avec Ryukugyu, donc en un sens amener Ryukugyu permet à Yamato de comprendre que le monde qui est là-bas il est vraiment dangereux, et si je pars pour mon intérêt personnel, je ferai la même erreur qu'a fait Oden. Et en un sens de là, toute la construction qu'on a eue pendant ces 4 ans, enfin 4 ans on va dire 2 ans, parce que Yamato apparaît plus tard, c'est-à-dire que Yamato et Oden, et en un sens, ça fait comme le traitement qu'on a à un moment de Sabo n'est qu'un S 2.0, Yamato, Oden 2.0, et bien là, le fait qu'elle prenne conscience de son rôle, de son importance, et qu'elle ne fasse pas la même erreur qu'a fait Oden, c'est-à-dire de partir et de laisser quelqu'un prendre la place et détruire une population, moi j'ai adoré. Et en un sens, le personnage de Yamato, ça n'a pas trop été l'un de mes personnages préférés, mais le choix mature qu'elle le fait pour son âge, je trouve qu'il est vraiment bon. Et moi j'ai toujours dit que je suis toujours partisan de trucs où elle aura sa flotte, elle va reprendre la flotte justement. Peut-être qu'on va avoir King et Queen sous les ordres de Yamato et qu'on les verra plus tard venir dans un combat final. Moi je suis toujours partant là-dedans. Queen est quand même un enfoiré. Et King avait une très grande loyauté envers Kaido. Donc oui, mais justement, peut-être que la loyauté de King va se reporter sur justement Kaido. Parce que lui, il peut voir que justement dans Yamato, il y a une bonne version de Kaido. Mais tout ça pour dire que le traitement de Yamato... Moi j'ai apprécié. Je trouve qu'il s'en est à peu près bien sorti, mais qui aurait encore une fois mérité beaucoup mieux au niveau de la fin. Moi la fin c'est juste... Même la conclusion avec les Mugiwara, ça a été quand même vachement vite expédié. Ah ouais, non. Voilà, alors d'un côté ça me rassure, parce que je pense que c'était vraiment à cause de Red, et là le début du nouvel arc montre qu'on revient à un rythme normal. Peut-être qu'il va avoir le temps de bien faire la suite. Moi j'avais vraiment peur que ça soit une accélération générale d'un coup, Oda qui se soit mis à paniquer en mode faut se dépêcher de finir. Et là en fait, se dire que c'était à cause de Red me dit bon, voilà c'est passé, il y aura pas de film avant 3 ans normalement, j'espère vraiment qu'on va pas revivre ça, parce que je trouve ça horrible d'avoir gâché encore une fois 4 ans de publication. Enfin gâché, non, ça gâche pas tous les autres points positifs, mais ça laisse quand même un goût sacrément amer d'expédier pour un truc aussi important. En vérité, ce qui se passe, c'est qu'un arc qui aurait pu marquer One Piece, en faire même un arc qui aurait été supérieur à Marineford, c'est-à-dire que Marineford, on s'en souvient par rapport à la fin. C'est-à-dire les 4 choses, c'est-à-dire la mort de Ace, la mort de Barbe Blanche, l'arrivée de Barbe Noire et le vol du fruit, de manger le deuxième fruit et d'avoir le fruit de Barbe Blanche, et l'arrivée de Shanks. L'exemple, Shanks arrive à Marineford, l'impact qu'il a, la mise en scène qu'il a eu et la fin, il n'y a pas beaucoup de chapitres. Mais on s'en souvient comme un truc absolument dingue. Là, l'arrivée de Shanks, où il est sur son bateau, il fout le truc, même s'il dit à la fin à l'équipage, on va dire bon, maintenant on va aller chercher le One Piece.
Voilà, c'est emblématique. Mais voilà, il n'empêche qu'il manque des chapitres avant pour conclure correctement Wano. C'est pas l'intervention de Shanks en tant que tel. Voilà, c'est le traitement. Et cet arc Wano Kuni, en gros, il faut le relire. Même nous, moi je l'ai relu qu'une fois parce que c'est quand même dur à relire. C'est très très long. 15 volumes, je crois, ça va faire. Parce que là, il y a le 104 qui sort. Ouais. Il me semble qu'il y aura encore quelques chapitres dans le 105. Donc c'est vraiment un truc. Et il y a, en le relisant, je suis sûr qu'on a oublié des trucs dans ce bilan. Oui, mais voilà. Il y a tellement de choses. Et en un sens aussi, ce qui s'est passé, c'est que cet arc Wano Kuni a été comme une sorte de voyage dans le temps parce que j'ai revécu 4 ans de ma vie, d'éléments, parce que moi j'ai beaucoup c'est une partie intégrante aussi de moi, et il est aussi énormément dense, et on passe à côté de énormément de choses. Mais, voilà, moi en tout cas pour mon avis personnel sur le global, déjà on s'est beaucoup plus attardé, je pense, sur les points négatifs, parce que point négatif entraîne forcément plus de débats et d'explications de notre avis qu'un point positif. Mais personnellement, je pense pas du tout que ce soit l'un des pires arcs de One Piece. C'est ça qui est très important. C'est pas du tout mon avis. Est-ce que c'est un des meilleurs ? Je ne sais pas. Non. Je sais pas. En fait, voilà, ça on en a discuté, on est d'accord là-dessus, je pense. C'est que en fait, Wano est terminé depuis 2 mois maintenant, concrètement, et en scan, même pas en volume. Donc c'est comme Whole Cake. Là, j'ai relu Whole Cake quand on était à peu près à la moitié de Wano. Je l'ai relu d'une traite, je me suis dit... J'avais déjà bien aimé Whole Cake, mais là je me suis dit putain, mais en fait c'était vraiment super bien, au point que j'étais un peu déçu de pas en avoir vraiment profité à fond quand il y avait les scans. C'est exactement ça. Et là Wano, je me dis c'est pareil, c'est 4 ans, c'est 15 volumes. Pendant 4 ans, il y a eu des moments de creux, notamment au départ à Wano, où il y avait des moments un peu chiants, enfin un peu longués. Et là je me dis, déjà attendons de le digérer, de passer concrètement au nouvel arc, voire au suivant en fonction de combien de temps va durer ce nouvel arc, parce qu'il sera peut-être assez court. Et de se dire, voilà, de digérer Wano et de le redécouvrir. Dressrosa, c'est pareil, Dressrosa, quand il s'est terminé au bout de 2 ans, je pouvais plus lire Dressrosa. Je l'ai relu il y a pas longtemps également. Je me suis dit, mais Dressrosa, relu d'un coup, c'était génial. Il était bien. Et alors, Dressrosa, par exemple, moi, il est quand même en dessous parce que il y a beaucoup de choses qui sont longues, qui servent à rien. Le traitement Doflamingo. Mais tu vois, c'est l'inverse de Wano Kuni. Parce que le traitement de Doflamingo fait que cet arc Dressrosa que j'ai aimé moyennement devient vraiment un très bon arc parce que le traitement de Doflamingo est absolument incroyable. Inversement, j'ai aimé tout ce qui a été construit dans Wano Kuni, mais ce qui me fait détester Wano Kuni, qui me le fait descendre d'un cran, c'est le traitement de Kaido. Ah oui, c'était l'antagoniste ultime de cette partie avant vraiment de passer à la saga finale. Donc il y a des points négatifs, il y en a aussi beaucoup de positifs. Voilà. Je pense qu'on pour avoir un avis, il faut aussi digérer le truc. Voilà. Et je pense qu'on en reparlera dans... Et aussi, savoir ce qui est vraiment très important, c'est qu'un arc se juge par rapport à l'importance qu'il a sur le suite de l'aventure. Et peut-être qu'une fois que One Piece sera terminé, on se dira, mais putain, c'est tout, comme tu as dit, tout le traitement qu'il va y avoir sur Nika et le Gear 5, savoir vraiment quelle a été son importance. Peut-être qu'avec les empereurs, il va réussir à se rattraper, même si pour moi c'est trop tard, parce que là, autant Nika et le Gear 5, ok, si on a des explications plus tard pour se concentrer sur l'essentiel au début, autant Big Mom et Kaido, il leur aurait fallu quelque chose à Wano. Mais si il y a quand même une forme de rattraper quand même un peu cette fin de Wano un peu expéditive, même si ça rattrape. Du coup, ça sera pas de l'arc Wano pour le coup, là, effectivement. Je pense qu'on a été, on a tout globalement, dit. Globalement, on a apprécié l'arc. Oui, voilà, c'est ça qu'il faut quand même souligner, c'est que on a quand même bien kiffé l'arc. Le plus important, ce flashback, le plus important, c'est vraiment d'expliquer que ne gardez pas le ressenti que vous avez sur cet arc, parce que le fait de l'avoir lu seulement qu'en chapitre, parce que je pense qu'il y a peu de personnes qui l'ont relu, ne gardez pas la vision que vous avez de la lecture chapitre par chapitre. Et vous laissez pas influencer, que ce soit par les autres youtubeurs ou même par nous. Si par exemple, pour nous le flashback d'Oden était un truc particulièrement important. Mais si pour vous le fait que ce point positif de Wano, la richesse de la culture japon ancestrale, c'est plus fort et ça a plus de valeur que le fait que l'arc s'est fini un peu vite par rapport à d'habitude et que ça en fait pour vous votre arc préféré, c'est votre avis. Enfin, il y a pas de...
Et on reprendra parce qu'on doit faire une autre vidéo juste après, c'est aussi pour ça. Mais si vous lisez One Piece, si vous aimez One Piece et que vous avez attendu vraiment énormément des combats et que vous êtes déçu et que vous dites que c'est un arc de merde parce qu'au niveau des combats il est tellement passé à côté, que ça soit les traitements des différents personnages, le combat de Zoro et King qui aurait mérité plus, Sanji, Queen, tout ça, mais vous avez parfaitement raison et surtout les commentaires sont là pour ça. Ayez votre vision de One Piece, vivez One Piece à votre manière, vous n'avez pas une mauvaise vision. La chose importante c'est que nous on a essayé d'être assez ouvert au niveau de l'esprit pour prendre les positifs et et les négatifs. Il n'y a pas de mauvaise vision d'apprécier une œuvre, mais n'imposez pas votre vision de l'œuvre à d'autres personnes et accepter que d'autres personnes l'aimer. L'exemple de nous deux, c'est moi j'ai adoré le film, lui il l'a pas aimé, je passe pas mon temps à lui dire que t'es une merde parce que t'as pas aimé le film. Voilà, c'est exactement ça. On a chacun notre façon d'apprécier One Piece et des points qui nous touchent particulièrement. Voilà, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo, j'espère surtout que vous l'aurez écouté parce que c'est vraiment un truc de bien. Là, je suis vachement content que tu étais avec moi parce que ça m'a fait plaisir aussi. On aurait pu faire cette vidéo en caméra séparée, c'est-à-dire lui chez lui et moi chez moi, mais ça n'aurait pas été pareil parce que là on l'a vraiment vécu ensemble. Parler entre potes de One Piece. On arrête ici la vidéo parce qu'on va en tourner justement une autre. Que dire de plus ? Bah, aidez-moi, il va retourner me ligoter dans une cave pour faire l'autre vidéo. Voilà, c'est exactement ça. Tu vas te scotcher par rapport à hier. Cette deuxième vidéo. C'était vraiment excellent. Alors, petit teaser. Deuxième vidéo, c'est justement si vous avez des personnes dans votre entourage qui ne veulent pas se lancer dans One Piece, qui disent oh, c'est trop long, ligotez-les, mettez-les dans une cave. Faites justement la orange mécanique, mettez avec des yeux et tournez les pages et lisez-le. Non, on va faire une vidéo justement pour donner des indices pour que justement des personnes qui pensent que One Piece c'est trop long, que même que One Piece c'est de la merde, pour leur dire non, regarde cette vidéo là, ils vont vous donner deux arguments pour vous faire aimer One Piece et vous faire commencer à rentrer dans cette aventure qu'est One Piece. Donc voilà, encore une fois j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, comme je l'ai dit, n'hésitez pas à partager, pas autour de vous, laisser des commentaires, mais surtout on n'oublie pas le principal, Wano Kuni, c'est la vie. Allez, enfin, en tout cas c'est pas là-bas. Non. Donc c'est la vie. Allez, salut mes nakamas. Allez, excellente cette vidéo là. Du popcorn pour la regarder. Cette vidéo là.